Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. On va travailler ensemble une petite heure sur une thématique récurrente en préparation mentale, qui est la détection et les outils de détection, repérage des profils à haut potentiel ou des profils de futurs champions sportifs. Et c'est une thématique qui est récurrente parce que dès qu'il y a des grands événements sportifs, des transferts, etc., on en parle. Je vais attendre un petit peu que vous soyez plus nombreux, que tous ceux qui se sont inscrits soient présents. J'en profite juste pour faire un petit point avec ceux qui sont déjà là pour me dire si vous avez un bon son et une bonne image. Comme je suis pas dans les bureaux locaux officiels de Focus, vous me dites si c'est correct d'un point de vue son et image. Bon, eh ben, tout a l'air de marcher. C'est parfait. J'en profite pour vous dire bonjour à tous, que je vois que je connais pas beaucoup de monde qui est présent aujourd'hui. Donc, je suis ravi de faire votre connaissance. On va travailler en deux sessions, je dirais un peu comme habituellement pour ce webinaire. On va travailler sur 30 minutes et 30 minutes. On va avoir 30 minutes de présentation où je vous expliquerai ce que je considère en tout cas comme important et comme des théories, outils à mettre en place dans la recherche donc de profilage et donc de détection des champions. Et après, on aura une demi-heure ensemble pour discuter un petit peu et je vais répondre à vos questions individuelles sur vos besoins spécifiques en tant que psy, préparateur mentaux, entraîneur, parent, que sais-je encore, et essayer de faire au mieux pour que vous ayez les outils presque en partant de ce webinaire applicables à la maison. Vous n'aurez pas tout, hein, faut pas non plus vous faire croire n'importe quoi, mais l'idée c'est voilà de partager avec vous le maximum de choses de mon expérience pro et des outils aussi que j'ai pu créer ou qu'on a pu développer de façon générale en préparation mentale, en psychologie du sport, notamment. Donc, une demi-heure et une demi-heure, une heure en tout pour faire le point sur la question. Vous êtes déjà plus nombreux, donc je vais vous proposer de démarrer tout de suite. Avec la notion en fait qui pour moi la notion centrale dans la thématique du jour, mais aussi dans une approche plus globale en préparation mentale, qui est celle du profilage. En fait, je considère que pour trouver, repérer, identifier des jeunes futurs champions, il faut passer par une étape qu'on va appeler en préparation mentale ou en psychologie l'étape de profilage. Donc c'est un terme qui est très à la mode avec les séries américaines un peu policières, tout ça, et tout le profilage qu'on fait en victimologie ou en sciences psycho-criminelles, tout ça. Mais là, on va avoir la même démarche pour des sportifs ou des individus en entreprise, dans l'école, les écoles de chant, les écoles de commerce, etc., etc. Donc le profilage, c'est vraiment la notion que je vais vous transmettre aujourd'hui au maximum, et c'est la notion qui pour moi est très importante parce que c'est également celle qui fait que je distingue souvent, et en formation je le vends comme ça, véritablement, les bons formateurs des moins bons ou des mauvais formateurs. Parce qu'en fait, un bon formateur, c'est quelqu'un qui va adapter ses outils, ses techniques et son protocole à la personne qu'il a en face de lui. Et pour adapter parfaitement ses outils, il faut qu'il ait connaissance de la personnalité, du profil de compétences qu'il a en face, du parcours de vie. Et donc, c'est ce qu'on va appeler en psychologie le profilage. Bonjour à ceux qui sont un petit peu en retard. On a démarré, mais c'est le tout début, vous inquiétez pas. Donc le profilage, c'est vraiment la phase de départ de tout suivi en préparation mentale. Et ça devrait être aussi, à mon sens, la phase de départ de tout recrutement et de toute presque début de saison, si vous êtes entraîneur ou préparateur physique et mental. Donc la phase de profilage, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre vraiment d'adapter vos outils au maximum aux personnes qui sont en face de vous. Et plus vous allez vous adapter, plus vous allez être vraiment touché juste, plus vous allez également être pertinent et bon dans les outils que vous proposerez, et donc le suivi sera entre guillemets efficace. Donc c'est vraiment une étape qui pour moi est indispensable, que souvent on bâcle un peu parce qu'on veut tout de suite aller vers des outils, tout de suite aller vers
de la pratique, mais c'est, je pense, une mauvaise idée. Il faut vraiment prendre le temps de poser les choses, de vérifier que déjà il y a un profil qui est à peu près stable, qui n'a pas de problème plus grave que ce qui est annoncé ou ce que la personne croit en tous les cas si vous avez devant vous un adulte ou quelqu'un déjà d'âge assez avancé. Et c'est aussi le moyen de vous assurer que vos outils seront pertinents par rapport à la personne parce que on ne fait pas le même suivi pour quelqu'un qui a 35 ans ou 15 ans, c'est une évidence, mais aussi pour quelqu'un qui a un profil HPI, TDAH ou quelqu'un qui n'a aucune 10 ou aucune particularité d'un point de vue neurodéveloppemental. On ne fait pas un suivi pareil pour quelqu'un qui vise les JO, quelqu'un qui vise juste une compétition au niveau départemental. Donc vous devez adapter vos outils par rapport à chaque profil. Et l'idée donc c'est de faire un profilage. Alors le profilage, comment ça se met en place? C'est en fait assez simple. Alors je dis ça avec mon recul et mon expérience, mais franchement ce n'est pas compliqué. C'était juste une accumulation de techniques et de temps consacré à ça. On peut distinguer au moins 5 formes d'outils qui vont permettre de profiler au mieux les sportifs si on reste dans le cadre sportif. Le premier outil évidemment c'est l'entretien qui est, je dirais, la base de tout psy, de tout préparateur mental, la gestion des entretiens et donc l'entretien que vous menez avec la personne pour faire connaissance vous permettra de fouiller un peu son profil et donc d'avancer dans l'évaluation de ses compétences, sa personnalité, etc., etc. Le deuxième outil qui est très important, ça va être la prise de recueil d'informations auprès de l'entourage. Parce que personne n'est totalement lucide sur lui-même et il est toujours bon, quand on veut être juste dans le profilage, d'aller chercher l'information ailleurs et d'interroger les parents du sportif, les conjoints, les entraîneurs, d'autres personnes dont vous pensez qu'ils ou elles ont une influence sur le projet, des oncles, tantes, grands-parents, des profs, etc., etc. Et vous allez avoir avec ces témoignages-là des pépites, des mines d'or d'informations que vous pourrez retravailler après. Et en plus, si jamais vous enclenchez après avec le sportif à un suivi en préparation mentale, eh bien, vous aurez déjà inclus un petit peu l'entourage dans le suivi. Ça sera encore plus efficace. Donc, c'est une approche vraiment très psychosociale de la préparation mentale, mais qui est très très efficace. Plus vous allez inclure l'entourage dans le processus, et plus vous avez des chances que ça se passe correctement et que la personne progresse au niveau de ses capacités, de ce que vous aviez positionné comme objectif. La troisième technique que je vous propose, qui pour moi est la base aussi, mais que souvent on néglige, ou je vois en formation souvent les gars râlent un peu parce qu'ils trouvent que c'est une perte de temps, alors que ça me paraît une évidence et avec ça pareil, on arrive à trouver des choses qu'on n'aurait pas autrement, c'est l'observation. Donc, pour repérer des champions, ce que font naturellement, généralement, les agents, les entraîneurs, c'est qu'ils vont sur le terrain et ils vont observer le comportement des joueurs en situation d'entraînement, de match, de compétition, etc., etc. On fait la même chose, on vient observer sur le terrain le comportement des joueurs. Personnellement, j'accorde une importance très très grande, pas forcément au comportement dans le match ou les compétitions, mais plutôt dans les à côté. C'est-à-dire les petits moments de préparation, d'échauffement, la musique qui est écoutée ou pas, les routines, à qui les gars parlent ou pas, etc. Parce que ça me permettra d'avoir une vision, une idée sur leur niveau de préparation et de sérieux dans la compétition. Et on va quand même regarder, il ne faut pas se leurrer, le comportement en match, parce qu'on va voir, pareil, s'ils sont concentrés, s'ils rentrent dans le flow très rapidement. On va voir s'ils ont un comportement plutôt râleur, plutôt excessif, plutôt leader, etc. Ce sont des éléments très pertinents parce que, notamment chez les jeunes, je vous redis, les jeunes sportifs ne sont pas lucides comme nous on l'est à nos âges. Après, je ne sais combien d'années de suivi, de thérapie, de lecture, de ce que vous voulez. Donc il faut bien entendre que les jeunes n'ont pas le niveau de connaissance d'eux-mêmes
que vous pouvez avoir sur eux, en fait. Donc, vous pouvez les interroger, passer par des tests, tout ça, mais l'observation chez des jeunes, c'est quand même vraiment fondamental et ça marche à tous les coups. Et ça peut aussi être très intéressant d'observer les côtés, le comportement des parents, etc. Donc, savoir observer, avoir un œil, comme je le dis souvent en formation, c'est vraiment pour moi une compétence fondamentale. C'est un peu l'œil que vont avoir, par exemple, des critiques d'art qui vont repérer sur un tableau tout de suite des détails, des éléments que nous, on ne voit pas, parce qu'on n'a pas l'habitude de s'intéresser à ça et on n'a pas l'expérience qu'à un œil. Et bien là, il faut travailler son œil, il faut aller observer, être vraiment très vigilant. Et on peut même observer dans un contexte qui est un peu plus neutre, par exemple en situation de cabinet ou de face-à-face en entretien. Personnellement, je consacre beaucoup de temps, pardon, à observer le comportement, les réactions, les temps de réaction, le choix des mots, etc. dans l'entretien, c'est très important. Donc, la phase d'entretien peut aussi être le moment pour vous d'observer et donc d'être vigilant. Avec le défaut que ça peut avoir cette technique-là, c'est que si vous observez trop, qu'on voit que vous êtes là un peu en mode scrutateur, eh bien, ça va changer le comportement des gens et ça va avoir l'impact de, de vous mettre un peu à l'écart ou d'être un peu perçu comme comment dirais-je, comme un juge ou quelqu'un à qui on n'a pas trop confiance, quoi. Donc, tout le secret du bon observateur, c'est de regarder, voir des détails sans s'apercevoir que l'on fait ça. C'est un art assez conséquent, mais c'est un travail qui est très important. Le quatrième outil que l'on peut utiliser en profilage, que moi j'utilise très très peu, mais que des collègues préparateurs mentaux chez Focus font et adorent faire, c'est les préférences motrices. On va s'intéresser justement aux réactions. Alors peut-être pas tant, on peut aussi à la personnalité ou on va dire aux éléments de caractère qu'on va retirer du comportement, mais on va plutôt s'intéresser aux préférences motrices, œil droit, œil gauche, tout ça. Ça, j'en parlerai très peu parce que c'est pas mon domaine d'expertise du tout et que comme je m'en sers pas trop, je préfère pas me dire n'importe quoi. Mais sachez que c'est vraiment un outil qui peut être utilisé et qui est intéressant si vous avez notamment une approche de préparation physique ou d'entraînement. Je sais qu'à l'INSEP, par exemple, ils utilisent beaucoup ça. Dans des pôles, sections sport-études, c'est aussi très, très à la mode parce que les entraîneurs aiment bien ce côté un peu physique qui permet d'arriver à des conclusions un peu plus psychologiques. Et donc, c'est un outil qu'on peut mettre en place. Et le cinquième outil, bien évidemment, qui pour moi sera le plus efficace dans le sens de c'est le plus rapide, le moins cher et celui qui vous donnera le maximum d'informations en très peu de temps, ce sont les questionnaires. Donc les questionnaires, ce sont les outils que l'on a créés en psychologie du sport ou dans d'autres courants de recherche en psychologie qui permettent d'évaluer des compétences ou des traits de personnalité de quelqu'un, souvent en mode auto-évaluation. Donc, je vais remplir pour moi-même ce que j'évalue comme comportement, que j'ai régulièrement, comme pensée, etc. Et à la fin, je vais avoir un overview, un résultat qui me permettra d'affiner comment dirais-je, qui je suis, comment je fonctionne et quelle est ma personnalité ou mon profil de compétences sur l'aspect émotionnel, attentionnel, plein de choses comme ça. Donc, si ces tests-là vous intéressent, sachez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en psychologie. En psychologie du sport, il y en a quelques-uns qui sont très courants et on en a créé chez Focus, que j'ai créé avec des collègues chercheurs à l'université, notamment à Bordeaux. On en a plusieurs. On a le QPPS, qui est un questionnaire de mesure du profil psychologique des sportifs qu'on peut faire passer à partir de 10 ans, 11 ans, entrée de collège, jusqu'à un âge illimité, sans qu'il y ait de distinction entre sportifs pro, amateurs, etc. Ça, c'est peu importe. On a également le QPPES pour les profils d'entraîneurs. Donc, les coachs peuvent passer sur le site de Focus MyMental des tests pour évaluer leur propre profil de personnalité et de compétences. Et on a également le QPPEM
qui mesure plutôt votre bien-être global et votre gestion, régulation émotionnelle en lien avec le travail, la vie perso, familiale et ou le sport éventuellement. D'autres sont en cours de travail sur la parentalité et le management, mais j'en parle pas trop parce que c'est pas encore vraiment officiel et ils sont pas encore sur le site. Voilà, on a déjà ces tests-là qui sont disponibles sur le site de MyMental. Vous pouvez aller voir dessus. Voilà, vous avez déjà le lien qui se met en place. C'est gratuit. C'est le gros avantage, c'est que nous, on rend ces tests-là gratuits, alors que ça peut coûter très cher. Pour information, un test de personnalité ou un profilage par test, peu importe lequel en entreprise, c'est 200, 400, 500 euros très facilement. Chez nous, c'est pas du tout ces prix-là. C'est gratuit. On vise autre chose. On préfère donner nos outils en quelque sorte et rendre accessible au plus grand nombre ces tests-là parce que c'est vraiment des bases de connaissances de soi qui sont très 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 puissantes et surtout ça va très vite. Donc en gros, en une demi-heure maximum, vous avez le compte-rendu de votre profil. Après, le lire est peut-être plus compliqué, ça nécessiterait d'avoir peut-être un psy ou un préparateur mental pour vraiment tout décortiquer et faire avec vous votre lecture de profil, mais vous avez quand même sur le compte-rendu général, je pense que certains ici l'ont déjà passé, ceux qui sont sur le chat, vous avez déjà dans le compte-rendu beaucoup d'éléments comment dirais-je, de connaissance de vous et de compréhension de votre propre fonctionnement et de vos compétences fortes et compétences un peu moins fortes. Voilà, donc ce sont les 5 outils techniques que l'on utilise pour le profilage. Je vais maintenant revenir avec vous sur les compétences que l'on va cibler avec ces différents outils-là. Parce que le thème du jour, c'est quand même de savoir repérer les champions. Ce qui sous-entend qu'il y aurait des profils de champions. Et je vais vous répondre oui sans aucune hésitation. Les champions, les performants, ceux qui font des choses exceptionnelles, que ce soit dans le sport, l'art, la culture, l'entreprise, la politique, la science, ce que vous voulez, ce sont des gens qui ont quelque chose de rare en eux, qui sont un peu plus doués que la moyenne et ils ont un assemblage dans leurs compétences et leur parcours de vie qui font qu'ils vont réussir en fait. Voilà, c'est tout ça. Donc, notre travail, le mien en tout cas, quand je suis vraiment appelé pour du recrutement, pour des agents, ou pour des clubs ou des entreprises ou des écoles de commerce, tout ça, c'est vraiment de cibler les compétences qui vont me permettre de garantir en fait à mon financeur que ce gars-là, cette fille-là, elle a un profil vraiment intéressant et qu'elle a ce qu'on considère comme le profil ou le potentiel pour aller vers le haut niveau. Donc, quelles sont ces compétences-là ou ces caractéristiques-là? Il y en a plusieurs. Je vais cibler avec vous quelques compétences qui me semblent les plus consensuelles ou qui font le plus consensus dans la littérature et entre praticiens, parce que c'est plutôt d'un point de vue, on va dire, pratique qu'on arrive à ça, plutôt que d'un point de vue théorique ou scientifique. Donc, le premier élément que moi je repère souvent et que je vais vraiment pour le coup observer et chercher en entretien et en session terrain, c'est la concentration. Je vais regarder vraiment les capacités de concentration pure des athlètes parce que je sais que quelqu'un qui sait se concentrer, quelqu'un qui sait être attentif longtemps, durablement sur des tâches plus ou moins complexes, c'est quelqu'un qui aura une force de travail intellectuelle très grande et à qui on pourra tout le temps proposer de la matière, de la progression, du travail et du travail. Donc la concentration ou l'attention au sens large, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et il y a même, vous savez, sûrement, il y a même des clubs de sport aujourd'hui, il y a même des centres de formation qui privilégient justement la capacité des joueurs à se concentrer, notamment dans les tâches scolaires, plutôt que les petites pépites qui font 10 dribbles, 10 je sais pas quoi sur le terrain et qui ont un pied gauche ou droit magnifique. Donc vraiment la capacité de concentration pure, c'est vraiment un outil d'atteinte de l'excellence qui doit être évalué, qui vous permet de déjà vous faire un avis sur le potentiel d'un joueur ou d'un profil en tant que tel. Le deuxième élément que je vais regarder en particulier, ça va être le flow. Donc le flow, je vous fais une petite définition rapide, c'est la capacité que certains ont à
être dans un état cognitif, cérébral, émotionnel très particulier, comme une sorte d'extase ou de sentiment d'être un peu ailleurs et en même temps de réussir. Donc, quand vous voyez des grands joueurs sur un terrain, peu importe le sport, ils sont dans le flow. C'est des joueurs qui font des choses exceptionnelles avec une sorte de simplicité vue de l'extérieur très grande, qui sont dans leur bulle totalement absorbée, qui se coupent presque du temps et de l'environnement, etc., qui se nourrissent paradoxalement de l'énergie autour et de tout ce qui s'y passe, et qui ouais, font des choses exceptionnelles, tout simplement. Et à voir, c'est beau. Donc c'est le moment et c'est l'état de conscience modifié qui fait qu'on réalise des choses vraiment dingues et qu'on s'approche un peu du Saint Graal, de l'art ou de Dieu, diront certains, mais c'est vraiment un état presque de transe très particulier. Donc ça, cet état-là, que l'on ressent tous, le flow, que l'on peut tous ressentir dans différentes activités, il y a des profils qui le ressentent plus facilement que d'autres. Et on sait que ces profils-là, ce sont des profils qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils ont naturellement ce petit truc qui les amène à être dans le flow. Et le flow, c'est ce qu'on vise tous en préparation mentale, hein. Si je pouvais, j'adorerais que tous mes joueurs que j'ai en suivi soient dans le flow à tous les matchs et pendant toute la durée du match. C'est quasiment impossible, mais c'est un peu ça quand même qu'on vise, ou du moins qu'ils soient dans le flow dans les moments de match très importants. Donc cet état-là, il y a des joueurs qui ont un profil psychologique, des caractéristiques autour qui vont permettre de l'accélérer et d'y aller plus souvent. Donc c'est un élément qu'on recherche beaucoup, beaucoup dans l'art naturellement, dans les courants aussi un peu mystiques ou spirituels, et dans le sport, on recherche ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Le troisième élément que je vais regarder et qui m'intéresse énormément en tant que psychologue, c'est la détermination, que je vais distinguer un peu de la motivation parce que la détermination, elle est un peu plus forte, plus puissante, plus profonde, plus lointaine aussi. Et c'est ce petit quelque chose, ce petit grain de folie que des jeunes joueurs ont. Et qui vous disent des fois à 6 ans, 7 ans, 8 ans, moi je vais être champion du monde de judo, sans même comprendre ce que ça veut dire exactement champion du monde de judo. Mais ils ont une telle perception de grandeur, de, de vouloir faire des trucs dingos, d'avoir du potentiel, qu'ils vont y aller à fond en fait. Donc c'est vraiment ça intéressant parce que justement c'est cette espèce de capacité-là que certains joueurs ont à être ultra déterminés, que l'on va retrouver chez tous les grands champions, chez Tiger Woods, chez Jordan, euh, chez Tony Parker que j'écoutais l'autre jour à la télévision qui racontait exactement ça en fait, et que ses enfants n'ont pas, mais que lui il avait tout petit. C'est cette espèce d'envie-là un peu folle qui fait qu'il s'entraînait tout le temps, tout seul, qu'il avait une vision, des objectifs, etc., etc., etc. Et que ça a permis de faire de lui un joueur d'exception. Donc je vois qu'il y a déjà des commentaires sur le chat. Tom, je les garde à l'œil, hein, c'est ce que je termine et puis après je reviens du coup à tes questions et on pourra faire un point sur toutes vos questions en suivant. On arrive très vite à la phase questions. Je parle trop, mais je vais accélérer un peu. Donc, être déterminé, ça peut se construire avec le temps. Je bosse avec des joueurs pros depuis longtemps et certains n'étaient pas des joueurs ultra déterminés à 10, 15, 20 ans, mais le sont devenus avec le temps et ont appris à faire plus d'efforts, à viser un peu plus haut, à dépasser un peu leurs limites ou leurs croyances limitantes qui s'étaient imposées et sont devenus des joueurs très très bons en équipe de France, tout ça, des joueurs un peu en plus souvent exemplaires ou vraiment appréciés du public et des entraîneurs. Donc ils l'ont construit, mais il y a quand même des joueurs chez qui c'est purement intrinsèque et je dirais presque génétique ou naturel. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, ce sont 3 compétences que j'apprécie particulièrement. J'en rajouterai une quatrième qui, pour moi, serait le goût de l'effort ou la capacité à se faire mal ou à se dépasser en termes de limites, qui est presque plus une compétence de préparateur physique que de préparateur mental, mais on est au carrefour entre les deux. Et là, si on parle de sport, inévitablement, il faut aimer se faire mal
il faut les mettre dans le dur, il faut presque aimer vomir après un entraînement ultra intense, difficile. Il faut presque aimer prendre des coups dans un sport de combat, voire un sport de contact. Il faut aimer être dans le rouge, etc. Et ça, ce sont des compétences aussi ou des qualités que malheureusement on ne retrouve pas, ou heureusement on ne trouve pas chez tout le monde. Et on sait que ce sont des éléments que les coachs adorent. Hein. Ça, quand que vous êtes entraîneur, vous avez un gamin comme ça, mais c'est le paradis, quoi. Vous pouvez tout lui faire faire, il n'aura pas quasiment de limite. Et puis l'effort ne sera pas pour lui un problème, ce sera quasiment un truc à surmonter, à dépasser. Et donc, ce sera vraiment des sportifs que les entraîneurs adorent. Assez rares, mais ce sont des cas vraiment intéressants. Je ne parle pas de stress, vous avez vu, dans ces compétences-là, parce qu'en fait, le stress ou le niveau de sensibilité, etc., n'est pas pour moi une compétence ni limitante, ni forcément, comment dirais-je, que je vais détecter, parce que on le travaille tellement bien maintenant en psychologie, en préparation mentale, qu'un joueur qui est très, très, très stressé à 12 ans, 15 ans, peut à 25 ans devenir quelqu'un de beaucoup plus serein, tranquille, pas forcément froid, mais quelqu'un en tous les cas, d'outillé, de compétent émotionnellement. Et donc, ce n'est pas pour moi une compétence limitante. Et inversement, quelqu'un qui est très sensible ou plutôt inversement, quelqu'un qui gère très bien le stress, bah, c'est cool, mais il faudra le travailler un jour. Donc, ce sont des compétences intéressantes, mais disons que pour de la détection de profil, je me centrerai plus sur des compétences qui sont vraiment presque des capacités un petit peu innées. Et après, j'irai plus vers des compétences qu'on va travailler de façon structurée en préparation mentale. Voilà. Et il y a une autre compétence ou une autre qualité, trait de personnalité qu'on peut aller rechercher dans cette phase de profilage-là, et que nous demandent d'ailleurs souvent les entraîneurs, c'est tout ce qui va être en lien avec le leadership. Donc la capacité qu'ont des joueurs à mener un groupe, à les amener avec eux, à créer une vague, créer quelque chose, à lancer une dynamique, cette espèce de leadership-là qui peut s'apprendre aussi, et que certains ont et qui est très inné chez eux. Eh bien, on s'en sert, nous, on va dire, en détection, pour justement, quand des fois on a des coachs qui nous demandent de trouver le leader de groupe, de vestiaire, etc., le mec qui fera ceci et cela, on peut travailler ça. Voilà, pour la détection des champions, c'est vraiment une thématique que j'adore parce que même si elle est des fois un peu politiquement dangereuse, parce qu'elle vient titiller les questions d'inné et d'acquis, et c'est pas toujours bien pensant comme approche, ou du moins ça peut interroger beaucoup de gens, c'est une notion que j'apprécie énormément. Et pour tout vous dire, ce qui me choque aujourd'hui et encore souvent, c'est que je me rends compte que dans le monde du sport spécifiquement, on est complètement nul sur la détection, qu'on fait miroiter à des joueurs le haut niveau alors qu'ils n'ont pas le profil pour ça, et qu'on le sait c'est très bien, qu'inversement, on met de côté des joueurs parce qu'ils sont trop caractériels ou trop machin, etc., alors qu'ils ont pour le coup le profil des joueurs d'exception, parce qu'un champion n'est pas quelqu'un de normal, c'est quelqu'un qui a un profil atypique, donc forcément qui est dur à gérer. Et quand je me dis que des fois on paye des joueurs, un transfert à 80, 100 millions d'euros, sans savoir vraiment s'il est motivé et s'il a un vrai profil psychologique, je me dis quand même, on rate des choses vraiment. Donc il y a beaucoup là-dessus de choses à faire. On a énormément de travail à faire avec les agents, avec les clubs, voire les ligues, les fédérations, etc., pour vraiment mieux s'outiller et mieux anticiper les échecs, et donc ça veut dire tout simplement mieux profiler les joueurs. Voilà. Donc j'ai beaucoup parlé, donc je vous propose de m'arrêter, de faire une pause, et je vais du coup vous laisser la parole. Je vous laisse me poser des questions. Il y a déjà beaucoup de questions sur le chat. Je vais essayer de reprendre une par une. Tom Turbin, je ne te connais pas, mais tu as mis beaucoup de choses. Je vais essayer de reprendre tout ça. Et donc je vous laisse mettre des commentaires sur le chat ou sur l'onglet questions directement. J'arrive.
Alors, Tom, tu m'as mis un commentaire assez long sur les études montrent a priori que le fait d'être doué ne détermine pas vraiment si le sportif peut devenir champion ou pas. Les compétences de persévérance et d'effort, notamment, seraient plus prédictives que le talent ou les prédispositions. Chercheurs américains. Après, ce sont des études qui recoupent à la fois la psycho et le sport, pas que la psycho uniquement. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des noms d'études sur cela? Alors, il faut qu'on soit clair sur ce que tu entends par doué et par qualité, etc., etc. Si tu fais référence à la douance en termes de QI, donc de coefficient intellectuel, en effet, ça fait très longtemps qu'on sait que le QI n'est pas prédictif de la réussite sociale ou professionnelle, sport ou autre. Le QI est un élément très intéressant, mais on a fait là-dessus de nombreuses études longitudinales, notamment aux USA, tu as raison, sur ça, et on s'est rendu compte que notamment dans des écoles où les gamins avaient tous un QI au-dessus de 140, 150, c'était pas forcément eux qui à la fin avaient le meilleur revenu, etc., etc. Donc le QI n'est pas suffisant. C'est un élément très intéressant. Moi, je m'en sers tout le temps et je vais te dire ce que j'en pense vraiment. Je vais te dire un truc un peu clash, mais concrètement, les champions d'exception ont tous un QI de surdoué. Ce sont tous des surdoués. Tous, je dis bien, vraiment. Mais ils n'ont pas que ça. Ils ont à côté des compétences ou des qualités, tu les appelles comme tu veux en fait, Tom, qui vont permettre d'exploiter tout leur potentiel et donc ils sont ultra déterminés comme on l'a vu. Ils sont très bons en termes de gestion, régulation des émotions. Ils ont une capacité d'analyse, de projection, d'anticipation qui est dingo. Enfin, bref, ils ont tout ça. Et ils ont, comme tu l'as dit, aussi un goût de l'effort qui est très important. Et le goût de l'effort, pour moi, par exemple, c'est plutôt une qualité qu'une compétence. On peut apprendre à se dépasser et se faire mal, mais c'est quand même quelque chose qui est aussi très intrinsèque, donc, ou du moins très déterminé. Donc, on a un carrefour vraiment entre des compétences, qualités, entre de l'acquis et de l'inné. Voilà, donc je ne sais pas que ça répond à ta question, mais en effet, si tu parles de douance comme le QI, ce n'est pas du tout l'élément important. J'en parle pas ici parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les champions au haut niveau. Et j'ai dit que tous les champions avaient un QI de surdoué, mais tous les sportifs pros n'ont pas un QI de surdoué. Tu peux très bien être un footballeur pro, rugbyman pro, sans être avoir un QI à 150. Mais par contre, tu vas compenser par des compétences athlétiques, physiques et mentales à côté. Voilà. Donc il y a une différence quand même à faire entre, mais ça on en parlera plus tard, entre les champions qui sont au sommet de la pyramide, les sportifs pros de très bon niveau et les sportifs amateurs, ou etc. Mais le champion, c'est encore un profil particulier. Sophie Léac me demande, est-ce que la détermination peut être évaluée par la pratique délibérée, intensité, fréquence? Oui, en fait, la détermination, elle se mesure de façon très, très simple. Ce que j'aime bien dans cette notion-là, c'est qu'en fait, les gars, les filles, peu importe qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, peu importe qu'on les critique ou qu'on les adule, peu importe que ça marche ou pas, qu'ils soient riches ou pas, ils continuent. Voilà. Donc ils vont s'engager là-dedans à fond, ils vont jamais lâcher, ils vont avoir un plan et se fier à leur plan. Et puis c'est des gens, puis quand vous avez quelqu'un qui est déterminé, notamment en sport, eh bien ce qu'il y a de fou, c'est que le jour où il arrête le sport, il va trouver un autre objet en fait, un autre loisir, il va s'y mettre à fond. Donc c'est des gens qui sont tout le temps déterminés, tout le temps à fond. Dès qu'ils ont trouvé un objet qui leur plaît, un loisir, une activité, eh ils s'y engagent tout le temps et ils s'arrêteront quasiment jamais, sauf en cas de blessure ou de sentiment d'achèvement ou d'avoir atteint pardon, le sommet de ce qu'ils avaient envisagé. Alors, il y a beaucoup de choses. Je regarde. Donc, Tom Turbin, tu me parles de la résilience. C'est intéressant parce que la résilience est un terme qui est très psycho, mais qui est assez complexe enfin complexe, qui ne fait pas consensus en termes de littérature et d'évaluation parce qu'il regroupe beaucoup de compétences autour. Et donc, la résilience,
un mélange de locus de contrôle, un mélange de motivation intrinsèque, extrinsèque, un mélange de lâcher prise, etc. C'est plein de choses. Donc la résilience, ça peut être quelque chose qu'on va prendre en compte. Moi, j'en parle pas trop parce que c'est très psycho et qu'en effet, c'est pas une compétence qui est simple à définir finalement, même si intuitivement, c'est très vite compris et juste. Mais tu peux le rajouter dedans. En fait, le mental, avoir le mental ou avoir un mental de guerrier, c'est quand même beaucoup ça. Et on le mesure beaucoup, nous, du moins on l'observe en distance, chez les joueurs qui réussissent à rebondir très vite, qui ont la capacité de ne pas se laisser impacter par des échecs ou des déceptions trop longtemps. Je prends un cas très célèbre, Mbappé par exemple, il part à la Coupe du Monde, il chiale, machin, c'est très compliqué, et puis quelques jours après, il a repris l'entraînement. Et il est passé à autre chose. D'autres joueurs de l'équipe de France n'ont pas encore accepté et ne sont pas du tout revenus à leur meilleur niveau parce qu'ils sont beaucoup moins résilients et que pour eux, c'est plus difficile. Donc, c'est une capacité vraiment que les grands champions ont, en effet, et qui font que bah, presque rien ne va les atteindre et ils avancent tout le temps, comme avec une sorte d'optimisme et d'allant très important. Oui, Sophie Léac fait une parenthèse, ou du moins un commentaire sur les aptitudes physiques. Je te rejoins, Sophie, pardon, je vous rejoins, on ne se connaît pas, sur le fait que là, je parle beaucoup de psycho, mais bien évidemment, le sport reste du sport, le sport reste physique, du moins dans la plupart des sports, et il faut pour réussir des compétences physiques exceptionnelles. Je vais prendre un cas que je connais très bien, qui est le rugby, par exemple. Au rugby, j'ai bossé avec plein de joueurs pros, centres de formation, tout ça, et je peux vous dire sans trop de scrupules ou comment dirais-je, de secret professionnel que au rugby, même actuellement dans les meilleurs clubs pro, les joueurs n'ont pas tous des profils psychologiques dingos ou des profils de champions. Par contre, ils ont des profils et des compétences physiques, athlétiques hors du commun. Voilà. C'est un sport qui est tellement dans l'engagement, tellement dans la dureté physique, la douleur, etc., que c'est d'abord ça qu'on recherche. Et après viennent se mêler des compétences plus psychologiques, mais chaque sport a ses facteurs d'influence. Il y a des sports, par exemple, comme en tennis. Si vous regardez en ce moment des gars comme Djokovic ou là le petit espagnol, ils ont tout. Ils ont tout. Ils sont au sommet de la pyramide sur le plan physique, technique, tactique, psycho et même social. Ils ont tout en fait. Voilà. C'est des joueurs qui sont ultra doués et c'est des sports ultra concurrentiels où les meilleurs ont vraiment des qualités naturelles dingos qu'on repère quasiment à 5 6 ans et qu'ils vont travailler tout le temps pour arriver à ce niveau-là. Et le petit Alcaraz, il a que 19 ans, je crois, et c'est absolument dingue. Absolument dingue. Cathy me parle des écrans. Cathy Corta, dans la presse, de nombreux articles récents pointent l'impact négatif des écrans sur la capacité de concentration des jeunes. Qu'en pensez-vous? Bah, je vais parler comme un bon vieux psychologue, que je suis presque déjà. En effet, les écrans, tout le monde sait que ça impacte le cerveau et plein de compétences, notamment les compétences attentionnelles. C'est pour ça que la plupart des neuropsychologues et des chercheurs en neuropsy recommandent de ne pas mettre d'écran devant les yeux des gamins avant 6 ans, ce qui est quasi mission impossible. N'importe qui d'entre vous, moi, passe 3 heures devant l'écran, un petit iPhone ou un petit téléphone, un smartphone, on est fatigué, nos yeux flanchent et on n'a pas notre lucidité qu'on en a habituellement. Donc n'importe qui le ressent intérieurement. Donc ça a un impact. Après, je vais vous donner quand même deux éléments pour moi un peu plus optimistes, qui sont que le premier élément,
Ça impacte tellement que les gens ont tendance des fois un peu à lâcher leur écran et à se défaire de leur smartphone. Là, j'ai fait une enquête il n'y a pas longtemps auprès de jeunes avec qui je travaille ou que je connaissais dans mon entourage pour un projet que j'avais dans l'entreprise. Et en fait, les jeunes que j'ai interrogés entre 14 ans et 18 ans me disaient qu'ils commençaient à en avoir marre des téléphones parce qu'il y a trop de notifications, trop d'appels, trop de trucs sont trop sollicités et donc ils se détachent un peu des écrans, même si vous avez, en tant que parent, l'impression qu'ils y passent beaucoup de temps. Ils se détachent et je pense que chacun de nous a le même sentiment des fois de vouloir un peu se sortir de ces écrans-là qui prennent trop d'espace. Donc ça, c'est le premier élément qui est que naturellement, on va un peu s'en sortir des fois et qu'on va en avoir marre, comme tout objet connecté et toute technologie qui arrive. Et le deuxième élément que je peux vous dire aussi, c'est que bah, c'est quand même utile, quoi. Ça peut être des outils intéressants pour travailler et mentalement et sur d'autres aspects de performance. Donc, il ne faut pas, à mon sens, être radical et être dans la logique de couper les écrans totalement. Il faut avoir une sorte de modération et trouver du compromis entre à quoi ça sert, en quoi c'est efficace par rapport aux objectifs visés scolaires, entreprises, perso, etc. Et puis trouver un deal entre vous, les enfants et tout ça. Mais ça peut être des outils qui sont quand même intéressants. Jacques Girard me demande, il est très rare quand des athlètes entrent dans la zone. Est-ce que cela dépend des capacités du sportif, j'imagine, et des résultats? Alors, en fait, Jacques, si tu demandes à tous les sportifs, même des gamins entre ouais, 10 ans, etc., s'ils ont connu dans leur jeune carrière un moment de ça, alors décrivant ce qu'est la zone, ce qu'est le flow, ils vont tous te trouver une situation où ils ont été géniaux, ils ont réussi à faire ci et ça, à envoyer la balle là-bas, je sais pas quoi, nanana, ils ont le sentiment de voler sur un terrain. Ils ont tous connu ça. Parce que naturellement, des fois, les choses se mettent en place bout à bout et on arrive à être dans le feu. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après, notre job de préparateur mental, et c'est là où c'est un peu dur des fois à accepter pour les joueurs qui sont doués, c'est de faire comprendre aux gars que quand vous avez 25 ans ou 20 ans, eh bien, votre cerveau n'a plus 10 ans ou 15 ans. Il est beaucoup plus complexe et on ne va pas atteindre la zone comme on l'atteignait à 10 ans ou 15 ans où c'était facile. Et c'est pour ça que souvent les joueurs ont du mal, les joueurs doués ont du mal à passer de jeunes joueurs talentueux doués à joueurs pro parce que ce passage-là demande du travail. Et un joueur doué aime quand c'est facile, quand c'est naturel, quand ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour lui. Sauf que malheureusement, les choses ont changé, son cerveau a évolué, le système est plus compliqué, tout devient plus complexe et il faut qu'ils mettent beaucoup plus d'ingrédients dans la mécanique d'aller vers le flow. Donc notre travail de préparateur mentaux, c'est déjà un, de leur faire accepter ça et deux, de les nourrir d'informations et d'outils pour aller vers le flow le plus possible. Mais c'est un vrai, vrai, vrai travail. Je vais vous dire franchement les choses, j'ai des collègues préparateurs mentaux qui considèrent que leur but est d'aller vers ça. Moi, c'est pas tant le mien en fait, parce que je sais que c'est tellement difficile qu'aller vers le flow à chaque match, c'est un travail dingue, quoi. C'est un travail de tous les instants, de dizaines, quinzaines, vingtaines de séances de préparation mentale, de travail de préparation mentale en cabinet, sur le terrain, etc. Donc c'est un travail difficile. Donc c'est pas forcément ce que je vise avec tout le monde, parce que tout le monde n'en a pas un, les capacités et deux, l'envie. Par contre, avec les sportifs pros, c'est un travail qu'on doit nous garder en tête comme objectif prioritaire, c'est d'amener les joueurs pros vers le flow, quoi. Quand tu bosses avec des mecs qui vont en équipe de France, de rugby, de foot, ou des mecs qui sont Roland-Garros, bah, tu veux que il y a tellement d'enjeux derrière d'un point de vue économique, sociaux, sportif, que tu sais que si tu les aides à aller vers le flow, ils ont de grandes chances de gagner le match. Donc, c'est ce qu'on vise, c'est ça. Mais c'est un vrai travail de tous les instants. Et encore une fois, là où c'est complexe, c'est que les joueurs veulent avoir des réponses tout de suite et être dans le flow, performer en 2 séances. Mais non, c'est plus complexe que ça. Plus complexe. On va pas, en préparation physique, on va pas vous faire perdre 10 kilos et gagner 15 kilos de muscle, je ne sais quoi, en 3 séances. En préparation mentale, c'est pareil. On peut pas
On ne peut pas maîtriser tous les facteurs du flow, il y en a au moins une dizaine en 3 séances. C'est un travail de plusieurs mois, voire années de construction. Alors, Charlie Santenac fait une remarque qui est assez scientifique, il faut que je réponde, mais c'est un peu complexe. Des références en ce qui concerne l'individualisation des profils recherchés suivant les sports à les postes, par exemple des tests adaptés et validés à un sport en particulier. C'est là où ça va être compliqué, Charlie, c'est qu'en fait, dans la recherche scientifique, notamment en psychologie ou en sciences du sport en général, on va souvent cibler les sportifs en général, alors qu'il faudrait distinguer les sports, les sexes, genres éventuellement, les âges des pratiquants aussi, et surtout les profils et les niveaux de performance. Parce qu'encore une fois, il y a une énorme différence entre un joueur de foot de niveau région, un de niveau Ligue 2, un de niveau Ligue 1 et un de niveau Ligue 1 et un du PSG, en fait. Donc même à un niveau similaire de sportif, de footballeur pro, tu as déjà différents niveaux de pratique et différents profils. Donc c'est là où la recherche est compliquée par rapport à ça. C'est que tout ce qui va être en lien avec justement le QI, tous ces travaux-là, les compétences, les machins, bah, il y a un écart entre ce que nous, on observe sur le terrain en tant que praticien, préparateur mental, psychologue, parce qu'on bosse sur l'individu du cas par cas et qu'on en voit quand même beaucoup, et ce que les chercheurs démontrent ou trouvent en recherche, parce que eux, ils ont besoin d'avoir des grandes batteries de joueurs, des grands échantillons de 50, 100, 200, 500 personnes. Et donc, bah, malheureusement, ils mettent beaucoup de gens qui ont des profils, à mon sens, différents. Donc, créer des outils, créer des questionnaires, créer des systèmes de profilage scientifiquement validés par sport ou par poste, on n'en est pas là. J'aimerais bien, mais c'est difficile. Donc, des fois, il faut savoir être un peu flex par rapport à ça et se laisser un peu aussi guider par son œil, son expérience et pas forcément avoir comment dirais-je, pas une démarche scientifique, mais accepter que la science n'est pas au niveau des attentes de terrain et que des fois, il faut trouver d'autres moyens d'y répondre. Voilà. Martial Bouladou me demande, considérez-vous dans les facteurs de détection l'environnement familial, soutien des parents, famille, aspect matériel, financier, comme celui du club et de leur infrastructure? Alors, en fait, je trouve ça très très important. Je vais donner un exemple concret. Quand je vois un jeune en entretien au premier rendez-vous, je demande souvent à ce qu'un des deux parents soit là. Souvent, c'est le père, pour être très cash avec vous. Et je vais demander au père, au premier entretien ou au deuxième, combien lui coûte une saison pour son fils ou sa fille. Comme ça, j'ai un bilan chiffré et je vois s'il y a les ressources financières pour suivre le projet ou pas. Il y a des sports où si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez pas aller vers le haut niveau. C'est très cruel, mais c'est comme ça. Et il y a des sports aussi où c'est une question qu'on me demande souvent, si les parents ne sont pas présents, eh bien le sportif aura du mal à aller très loin. Parce que les coachs n'aiment pas trop, les fédérations encore plus, quand les parents sont très présents. Mais il y a des joueurs qui ont besoin de leurs parents pour aller vers le très haut niveau. Revenez encore une fois au tennis. Il y a un nombre en ce moment de joueuses et de joueurs sur le circuit WTA et ATP qui ont été entraînés et sont encore suivis par leurs parents, qui est très fort. Donc les parents peuvent jouer un rôle de mentor et en effet, on va évaluer ça dans des entretiens complémentaires parce que, encore une fois, les champions ont des profils atypiques et il faut accepter qu'ils aient des schémas familiaux aussi un peu atypiques et des relations un peu hors normes. C'est pas classique, c'est peut-être pas normal, c'est peut-être pas ce qu'on dirait à tout le monde, mais pour ces profils-là, ça marche. Donc il faut le prendre en compte et l'intégrer dans le suivi.
Alors, Jacques me pose une autre question. On a parlé de la zone. Mais comment on peut le percevoir chez le coach, ce type de profil? C'est-à-dire savoir si un coach a également la capacité d'être dans la zone. Jacques, c'est très simple. Encore une fois, tu as un test sur le My Mental, le site de Focus, et tu as un test qui est destiné aux entraîneurs. Et tu peux voir si, en répondant aux questions, tu as ce profil-là d'être dans la zone, toi, rapidement. Et si tu veux, toi, avoir l'œil observateur, en fait, tu vois quand tes joueurs sont dans la zone, lorsqu'ils font des trucs exceptionnels, lorsque leur œil est un peu parti, que tu les vois en fait ultra concentrés et dans leur bulle, voilà. Ça, c'est des éléments qui nous font penser que tel joueur est dans le flow. Donc, on va vraiment l'observer, c'est vraiment sur l'observation ou sur la qualité même d'exécution que l'on regarde la zone. Il y a des joueurs qui font des choses dingues sur un terrain, des dribbles, des amortis, des machins que personne ne ferait, que personne n'aurait même pensé à faire. C'est la différence. Et eux le font. Donc ces joueurs-là sont dans le flow, ils ont la capacité d'être dans le flow assez rapidement. Aminata me dit que son ordi a bugué. Donc le cinquième outil, Aminata, c'est les tests, les questionnaires en ligne notamment, que tu peux retrouver sur MyMental. Et je crois que si tu remontes sur le chat, tu vas avoir un lien que vous a mis l'équipe. Voilà, vous avez un lien avec tous les tests disponibles sur le site de Focus. Bien, le temps file, on est déjà presque arrivé à la fin de la session. Je vais prendre encore deux questions si vous avez. Je rate bien que je n'ai oublié personne. J'ai encore deux questions. Une question de Martial Bouladou. Voyez-vous beaucoup de troubles alimentaires chez les jeunes sportifs de haut niveau? Oui. Pas chez tous les sportifs martiaux, mais les sports à catégorie de poids, les sports où l'esthétique joue beaucoup. En effet, ce sont des joueurs qui ont pas forcément de boulimie ou d'anorexie, mais ce sont des joueurs qui ont des comportements alimentaires un petit peu déviants. Et souvent, ça marque, du coup, c'est un indicateur pour nous. On doit faire attention à ça parce que ça peut avoir des conséquences beaucoup plus lourdes sur l'avenir. Donc, tous ces sports-là, judo, boxe, aviron, danse, patinage, il y a des travaux très connus sur le saut à ski. Vous savez, le saut là où on jump en l'air et on atterrit 100 mètres plus loin, où les gars sont très, 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 très légers et pour le coup sont anorexiques en grande partie. Donc, il y a beaucoup de sports comme ça où en effet le contrôle du poids devient, je dirais, un élément presque performatif avec toutes les conséquences que ça a sur l'aspect aussi pardon, médical et psychologique. Et donc, il faut faire attention à ce genre de choses-là. Et c'est un élément que nous, on évalue beaucoup en psychologie, pour le coup, auprès des jeunes en centre de formation ou en pôle France, pôle espoir. Voilà. Donc, c'est une question complexe, hein. On pourra en reparler, voire même faire là-dessus un webinaire entier. On a chez Focus une consultante qui est diététicienne, qui travaille sur ça, qui vient de la gym et qui fait beaucoup d'interventions pour nous en entreprise et dans le monde du sport. Mais c'est un sujet oui, complexe. Voilà. Il y avait une question, j'ai vu aussi sur les préférences motrices, et je crois que Charlie vous a répondu. Donc Action Type, c'est une des références et c'est un livre très complet sur les préférences motrices. Voilà, donc vous pouvez lire ça. Voilà. Je vous propose de s'arrêter là pour aujourd'hui. Je
Je vous dis encore merci beaucoup pour votre participation, vos questions qui étaient ultra riches, qui m'ont donné plein d'idées de sujets complémentaires à traiter, tout ça à fouiller, à voir avec vous. Donc, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour ceux que je croise sur Bordeaux ou ailleurs, à Paris, tout ça. Et les autres, je vous dis dans un autre webinaire. À très bientôt.